Il est adopté. À l'article 3, monsieur le rapporteur souhaitait prendre la parole. J'avais demandé, Monsieur le Président, à être inscrit dans la discussion sur l'article, simplement pour présenter un cadre, avant bien entendu de répondre à chacun d'entre vous dans le cadre légitimement des amendements importants qui ont été déposés. Quand on parle, premièrement, du secret professionnel des avocats, à aujourd'hui, est-ce que ce secret professionnel est un secret professionnel absolu, illimité, indivisible, pour reprendre la formule du CNB? Oui, chers collègues, si l'on parle de la relation entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et les tiers. Par contre, ce secret professionnel n'est pas absolu lorsqu'il se confronte avec l'autorité régalienne, avec le pouvoir judiciaire, dans un cadre qui est assez simple, avec deux principes constitutionnels qui vont venir s'entrecroiser. Un principe constitutionnel qui est celui qui sanctuarise les droits de la défense, je dirais la défense des libertés en général, qui fait que le secret professionnel de l'avocat est absolu dans ces domaines. C'est incontestable. C'est un objectif à caractère constitutionnel. Et le deuxième élément qui vient s'entrecroiser, c'est l'objectif constitutionnel de préservation de l'ordre public ou de prévention des infractions, qui fait que dans le domaine du conseil, l'activité de conseil des avocats, il n'y a pas de secret professionnel qui soit opposable. Ce sont deux sujets bien différents et je vous donnerai les références Conseil constitutionnel, M. Longuet, Cour de cassation, CEDH et CGE. Et c'est justement parce que la Cour de cassation l'a jugé à la fin de l'année dernière dans une affaire au vieux tempeur que le CNB a souhaité introduire cet article 3 et a été moteur de cet élément. C'est justement parce que la Cour de cassation avait pris une position différente. Vous dire également qu'il n'y a pas de secret professionnel illimité dans notre pays. Même le secret professionnel du médecin, qui touche à l'intime, connaît de nombreuses exceptions. Les déclarations de violence... C'est à conclure, monsieur le rapporteur, par rapport à la prise de parole. Écoutez, je continuerai en répondant à nos collègues tout à l'heure dans la défense des amendements. Alors, monsieur le rapporteur, continuez, poursuivez. Quelques secondes et j'en terminerai. Je vous donnerai quelques exemples également du caractère déterminant, je dis bien déterminant, pour les services d'enquête ou les services judiciaires de pouvoir agir en cette matière sans se voir opposer sur le conseil le secret professionnel. Je serai amené à vous évoquer les engagements internationaux de notre pays en cette matière parce qu'il y en a et attirer enfin votre attention sur un problème constitutionnel qui pourrait conduire à vouloir, je dirais, trop demander, à par contre voir l'ensemble du dispositif être annulé. Voilà le cadre qui sera évoqué en réponse, bien sûr, aux amendements importants soutenus. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous passons à l'examen de trois amendements identiques. Le 107, monsieur Blanc. Monsieur le président, monsieur le ministre garde des Sceaux, le texte dont il s'agit est totalement inacceptable, et la position de monsieur le rapporteur aussi. Vous avez quasiment 70 000 avocats de France qui sont vent debout ce soir. Quasiment. Il faut entendre quand même cette colère, me semble-t-il. Pourquoi est-ce qu'ils sont vent debout? Parce que nous touchons là au secret professionnel qui est au cœur de ce métier. Mais au cœur. C'est son ciment, son ADN, sa colonne vertébrale. Et je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur. C'est incessible, c'est insécable, c'est inaliénable, c'est indivisible, c'est intouchable, c'est sacré. C'est comme ça. C'est une loi, la loi du 31 décembre 1971, qui le dispose, dans son article 66-5, qu'on apprend tous quand on s'apprête à passer un oral de déontologie. Et quand on touche à ça, on touche au cœur des avocats. On ne comprend rien aux avocats si on le fait, si on accepte cette faille. Voilà.
Et au-delà des avocats, c'est aussi une question essentielle dans une démocratie. Osons les grands mots, mais il me semble que là, ils sont appropriés. De quoi s'agit-il? Donc, de ce seul article de cette loi de 1971 qui dispose que l'avocat, qu'il agisse dans ses fonctions de conseil ou d'assistance, bénéficie de ce secret. Et ce secret s'entend comme un tout. Ça couvre toutes les matières du droit, dans tous les domaines d'activité de l'avocat, que l'on parle de consultation, de correspondance, d'entretien ou de défense. Donc, j'invite vraiment la Haute Assemblée à se pencher sur ce texte qui est très important et potentiellement grave pour cette profession. Et je vous propose, à travers cet amendement, si on veut rétablir une confiance dans la justice, de commencer par la rétablir envers ses avocats. Merci, cher collègue. Le 149, Monsieur Benarroche. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui a été proposé par notre collègue Paulo Santo Parigi et que je représente ici. Donc, le présent amendement, en fait, entend supprimer, comme nous l'a indiqué notre collègue Blanc, la mention qui vise à écorner le principe même du secret professionnel de l'avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes pour la répression des délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment de ces délits. L'introduction de cet alinéa aux commissions des lois introduit une confusion délétère et dangereuse, nous semble-t-il, entre les pièces d'un justiciable qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat et de facto saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité, et d'autre part les consultations d'avocats, les correspondances entre avocats et clients et les factures de l'avocat au client qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles récèlent la preuve de la participation de l'avocat à une infraction pénale. En outre, véritable sanctuaire à l'exercice même de la profession d'avocat, le secret professionnel repose sur la garantie de deux droits fondamentaux, que sont celui de pouvoir se confier à un avocat sans crainte que ses confidences ne soient utilisées contre son consentement un jour et ne servent de fondement à l'incrimination, ce droit étant corollaire à celui de ne pas s'auto-incriminer, et celui de pouvoir recueillir les consultations juridiques d'un avocat en toute matière, sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle. Plus largement, en portant atteinte à l'indivisibilité du secret professionnel des avocats, c'est la légitimité même de l'état de droit que l'on affaiblit, en ce qu'elle repose entre autres sur le respect par les autorités publiques du secret professionnel de l'avocat, et ce, en toute matière. Enfin et surtout, si le présent projet de loi affiche pour ambition de rétablir la confiance aujourd'hui dégradée de nos concitoyens dans la justice, cette disposition va à rebours de l'esprit du texte, en sapant précisément la confiance qu'ils peuvent avoir envers les avocats et la justice. Pour toutes ces raisons et afin de ne pas créer un précédent irréversible et dommageable à plus d'un titre, il convient de supprimer cet article. C'est le fondement de notre amendement. Merci. Le 189, Madame Schalck. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement vise également à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui réaffirme l'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel de l'avocat est une garantie essentielle de notre État de droit. Il s'agit d'une garantie des droits fondamentaux à la fois pour le client et à la fois pour l'avocat. Et c'est d'ailleurs une garantie qui est protégée par le droit européen, tant en matière de la défense que du conseil. Et qui dit secret professionnel dit confidentialité, dit secret de l'échange entre un avocat et son client. Plus qu'un droit du client opposable à son client, le secret professionnel est la base de la relation de confiance entre l'avocat et son client. Cette sécurité de l'échange entre le client et son avocat, c'est la condition sine qua non d'un conseil éclairé et de qualité, et donc d'une meilleure application de la règle de droit dans la société. La confiance, elle est au cœur justement du secret professionnel. Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre système judiciaire. La confiance est d'ailleurs au cœur de ce texte, puisqu'il est justement question du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Je ne peux que saluer les dispositions de ce projet de loi qui viennent renforcer la protection du secret professionnel de l'avocat. Il est pertinent que le secret professionnel soit étendu aux activités de conseil afin de couvrir tout le champ
de la relation entre l'avocat et son client. À l'inverse, justement en raison des arguments qui ont été invoqués, il est vraiment difficile de concevoir que des limites puissent être apportées en raison de la nature des infractions dans le cas où l'avocat n'a pas participé à la commission des infractions poursuivies. Parce que rappelons un point qui est consensuel, le secret professionnel est d'ores et déjà inopposable lorsque l'avocat est soupçonné de participer à la commission d'une infraction. Aussi, je crains que l'amendement de la commission ne limite le secret professionnel de l'avocat, ce qui ne peut se faire qu'au préjudice du justiciable et de la force de notre État de droit. Le secret professionnel de l'avocat doit être indivisible, il doit être renforcé. C'est le sens de cet argument, de cet amendement, afin de restaurer le secret professionnel de l'avocat pour toutes les activités professionnelles, tant dans la défense que dans le conseil. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Personne ne discute le secret professionnel de l'avocat pour la défense des libertés. Vous nous avez parlé de l'état de droit. Si effectivement, comme vous le pensez, cher collègue, monsieur Blanc, la loi de 1971 doit être interprétée comme le fait que l'avocat dispose d'un secret professionnel absolu et indivisible, il n'y a pas besoin d'être réunis ce soir. On n'a pas besoin de légiférer, si c'est la situation que vous nous décrivez. Si, ma chère collègue, comme vous venez de l'indiquer, la CEDH ou la CGUE, ou les deux, aurait tranché dans le sens que vous m'évoquez, au regard de la primauté du droit européen, il n'y aurait pas matière à se réunir. Le droit français aurait été mis en conformité. La situation aujourd'hui n'est pas celle que vous avez décrite. Je vais très vite là-dessus. Cour de cassation, 24 novembre 2020, le secret professionnel est limité au droit de liberté. CEDH, 6 décembre 2012. CGUE, 18 mai 1982, ça a été traité très vite dans les questions de concurrence, et le Conseil constitutionnel a effectivement tranché et a décidé le 24 juillet 2015 qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre un droit au secret des échanges et correspondances des avocats, en dehors, encore une fois, des droits de la défense. Ce qui veut dire, et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister, le texte issu de la commission des lois n'est pas un texte qui réduit le secret professionnel des avocats. C'est un texte qui l'étend. Certes, il ne l'étend pas de manière illimitée, mais il l'étend. Si vous me dites non, il n'y a pas besoin de légiférer, encore une fois. Pourquoi y aurait-il un article droit? Deuxièmement, sur la notion de secret illimité ou absolu, je vous l'indiquais, il n'y a pas d'autre exemple, même sur des éléments qui, encore une fois, touchent à l'intime, comme pour le secret professionnel des médecins, et je pourrais vous faire la liste des dérogations qui existent. Toujours pour ce que j'indiquais tout à l'heure, les deux principes constitutionnels, les droits de la défense et la prévention de l'ordre public et des atteintes liées aux infractions, et pour les médecins, c'est la balance avec le... Monsieur le rapporteur, dans le micro, ça sera un petit peu mieux. Excusez-moi. Et pour les médecins, c'est la balance avec les règles de salubrité publique. Deuxième observation, est-ce que le sujet dont on parle est simplement un sujet de principe? Est-ce qu'il se situe uniquement au niveau des idées? Je ne voudrais pas aller trop sur des dossiers en tant que tels, mais entendez en tout cas, chers collègues, que notre sujet pose aussi, au-delà des 70 000 avocats, dont je connais bien effectivement, comme vous, la pensée, l'action, etc., pensez aussi que dans notre société, il y a des enquêteurs, il y a des juges d'instruction, il y a des associations qui ont une action contre la lutte contre la pauvreté ou la lutte contre la corruption, etc. Et nos travaux sont effectivement aussi regardés de ce côté-là. Est-ce que le sujet du secret professionnel étendu au Conseil représente ou non une difficulté? La réponse est clairement oui. Si effectivement vous donnez une extension illimitée au secret professionnel, là où nous proposons
simplement de l'étendre. Vous ne permettez pas à notre société de lutter correctement contre la corruption ou la fraude fiscale. Je prendrai 2 exemples et je voudrais éviter de rentrer dans toute comparaison qui pourrait vous conduire à évoquer X, Y ou Z. Je vais essayer de raisonner sur l'aspect théorique. Si vous êtes sur un sujet de corruption, qu'elle soit nationale ou internationale, si vous avez des questions de rétrocommission, vous avez forcément une société offshore ou des sociétés offshore qui vont intervenir pour récupérer, du moins c'est ce que me disent les spécialistes. Le modeste avocat de province, droit privé, ne connaît pas ces éléments. Mais vous avez forcément une société offshore. Et je ne dis pas qu'un avocat aura monté cette société offshore, je ne suis pas sur ce raisonnement, mais dans l'examen, dans les opérations qui vont conduire à la création de cette société, dans les mouvements bancaires qui vont intervenir, forcément, à un moment donné, vous aurez l'intervention d'un avocat. J'ai bien dit, pas comme auteur, je ne suis pas du tout sur ce terrain, mais il visera à un moment donné les éléments, ne serait-ce qu'en compte-rendu de réunion, dans le secrétariat d'une société. Prenez un deuxième exemple. En matière de fraude fiscale. Micro, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Pardon, et puis, excusez-moi, c'est le dernier exemple. Président. Je devrais plutôt rester moi aussi assis. Un deuxième exemple. Probablement la plus importante de fraude fiscale aujourd'hui, c'est dans les sociétés internationales, le fait de remonter des montants dans un pays où le niveau d'imposition est le plus faible. Et donc, pour cela, vous êtes amené à survaloriser, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, les opérations qui sont réalisées dans le pays A pour faire en sorte que les bénéfices sont de pays B. Vous comprenez bien que la société qui fait cela et qui va donner des instructions à un cabinet d'expertise comptable ou à un cabinet d'audit, je ne sais, de survaloriser les éléments, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir un procès-verbal de réunion, qu'il va y avoir un bout de rédaction juridique dans tout cela, sans que l'avocat soit l'auteur. Il n'y a pas, en résumé, pour les spécialistes de l'enquête en matière de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment, de dossiers où, à un moment donné, la société a besoin d'avoir un accès. Et si vous prévoyez le secret professionnel intégré et indivisible, sachez simplement que vous n'aurez plus la possibilité de mener les enquêtes en matière de fraude fiscale ou en matière de corruption dans des conditions que les enquêteurs considèrent comme possibles ou rendant encore possible leur métier. Je terminerai en vous disant que notre pays a plein d'engagements internationaux là-dessus. Et si vous ne voulez pas entendre ces arguments, je me permets de vous en présenter un dernier. Vous serez au moins d'accord sur le fait que l'activité de conseil est une activité concurrentielle pour les avocats. On est bien d'accord, c'est la partie du métier d'avocat où les avocats sont en concurrence avec les notaires, les huissiers de justice, etc., et avec les experts comptables dans la mesure où c'est une activité accessoire. C'est donc une activité non concurrentielle. Si demain, vous décidez que le secret professionnel de l'avocat est indivisible, absolu, et uniquement pour cette profession, comment allez-vous justifier de l'égalité devant la loi? Vous allez avoir un risque d'inconstitutionnalité évident, puisque dans un champ qui peut être exercé... Il faut vraiment conclure, là. Non, mais monsieur le rapporteur, Monsieur merci. le Président, j'ai donné mon argument sur le risque d'inconstitutionnalité, j'en ai terminé. Donc, avis défavorable. Allez, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, il y a un argument qui m'impressionne, et c'est le dernier. Eh oui. En même temps, les deux exemples que vous fournissez, c'est deux exemples dans lesquels l'avocat a un peu trempé la main dans le pot de confiture. Parce que s'il crée une société offshore dans le but d'eux, on a expressément prévu qu'il puisse alors faire l'objet d'une perquisition, bien sûr, parce qu'il est suspecté d'eux.
Et il n'est pas question de dire que l'avocat, il est dans une impunité. Il est un justiciable comme un autre, sauf qu'il est dépositaire d'un secret et que de ce point de vue, il est un peu à part, mais naturellement, si on le suspecte de fraude, absolument aucune raison de ne pas aller voir chez lui l'objet de sa fraude. Donc vous voyez déjà ma perplexité, il y a un argument que je trouve excellent, pardon de le dire ainsi, et puis un argument que je trouve... qui n'emporte pas ma conviction. Voilà, pour être tout à fait courtois, monsieur le sénateur, c'est bien de moins que je vous donne. Alors, quand on a dit ça, comme dirait l'autre, on n'a rien dit. Il faut progresser encore un peu. Je veux d'abord faire remarquer aux avocats qui sont ici, j'ai bien compris, il y a des avocats sénateurs, la flamme avec laquelle ils défendent leur amendement me laisse augurer de ce qu'ils sont avocats. D'abord, on a renforcé le secret de la défense. Je tiens quand même à le dire, hein, parce je sais qu'un morceau avalé n'a pas de saveur, mais dans ce texte, il y a ça. La difficulté qui subsiste, c'est le conseil. Il y a deux façons de concevoir les choses. Où on dit le secret est absolu, où on dit il y a un certain nombre d'exceptions. Je parle naturellement dans l'hypothèse où l'avocat n'a pas commis de fraude, n'est pas suspecté d'avoir commis une fraude, sinon il est logé, et c'est bien logique, à la même enseigne que tout le monde. Alors, il y a des choses que j'ai entendues ces temps derniers qui sont assez troublantes, assez singulières. Il y a, dans les lobbyistes, si j'ose dire, des gens qui ont dit, mais voyez, il suffirait que le fraudeur adresse à tous ses associés un courrier et qu'il destine une copie de ce courrier à l'avocat, avec la mention « copie à l'avocat », pour se prévaloir du secret professionnel de ce texte. C'est une plaisanterie. C'est comme si les mêmes viennent dire l'avocat reconnaît avoir tué quelqu'un, il écrit à tous les membres de sa famille qu'il regrette le crime qu'il vient de commettre. Celui qui peut penser que ça, c'est couvert par le secret professionnel est un doux plaisantin. Donc on va arrêter avec ça, c'est pas possible. Bon. Quand j'ai dit ça, j'ai progressé un peu, mais je ne suis pas au bout d'un raisonnement. Bon, c'est vrai qu'une enquête est toujours plus facile sans garantie pour les justiciables. D'ailleurs, à l'époque, pardon d'être caricatural, moi aussi, parce que j'ai lu des choses qui le sont franchement, à l'époque où la torture était autorisée, il y avait bien plus d'aveux qu'aujourd'hui. Évidemment, si on s'affranchit de toutes les règles, on est 1000 fois plus efficace. Et c'est sûr que si on perquisitionnait tous les cabinets d'avocats, on trouverait sans doute beaucoup plus d'affaires. Bien sûr, parce que les gens, ils viennent déposer leurs secrets. Pas que des secrets pénaux, des secrets civils aussi, enfin des secrets. Bon. Ensuite, il y a encore une autre difficulté, c'est qu'il y a un texte de 71 et une jurisprudence de la Cour de cassation qui est discutée et peut-être discutable. Voilà où nous en sommes. Maintenant, la protection du secret professionnel et du secret de la défense et du secret du conseil, il y a aussi ce qui vient d'être dit sur la concurrence, le secteur concurrentiel dans le conseil. Je veux être cohérent avec ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale et j'émets un avis de sagesse. Parce que j'entends ce que vous dites et je souhaite, c'est mon souhait le plus sincère, que dans le cadre de la navette parlementaire, on puisse enfin, sur cette question, trouver le meilleur des compromis. Il y a la CMP quand même, non? Vous n'y croyez pas, Madame la sénatrice? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Longuet. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, je soutiendrai l'amendement de Jean-Baptiste Blanc et les amendements d'ailleurs qui ont le même objet. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre rapporteur, qui est un homme convaincu et de bonne foi. Depuis la loi de 1971, le monde a changé. Et incontestablement, la mondialisation de l'économie, la rapidité des échanges d'informations, la rapidité des flux internationaux, la multiplication des déplacements donnent à l'ordre économique international des capacités d'intervention qui sont
extraordinaire et en apparence difficile à contrôler. Mais il ne s'est pas rien passé entre 1971 et 2021. Il y a une directive de 2008, une directive européenne qui lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme. Nous la connaissons bien, nous les sénateurs, nous les parlementaires, parce que nous sommes personnalités politiques exposées et qu'à ce titre, nous devons rendre des comptes sur à peu près tout ce que nous avons dans nos affaires personnelles, publiquement. Les avocats, c'est la même chose, car, cher rapporteur, les avocats ont l'obligation absolue, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et dans le cadre de la directive de 2008, d'apporter des informations. Et s'il y a un doute, il y a une organisation professionnelle, parce que, et vous la connaissez parfaitement, entre le fait de prêter serment, ce qui a une valeur symbolique extraordinairement forte. Il y a peu de métiers où on prête serment. Cela veut dire qu'on accepte une charge particulière, la charge du secret du client. Mais la contrepartie, c'est naturellement de respecter le droit et l'application de la directive de 2008 et l'obligation de signaler et de ne pas être complice d'un délit, disons, de blanchiment. Et c'est la raison pour laquelle la loi de 71, qui n'avait pas prévu cela, a été complétée par l'application de la directive de 2008 dans notre droit français, que la Cour européenne de justice et que la Cour... Conclure, chers collègues. Oui, c'est vrai, il faut conclure. Mais je vais être relayé, j'en suis persuadé, par des collègues, parce que ne prenez pas les avocats pour des complices de la malversation. Merci. Madame la Présidente Assassi. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que ces amendements ont le mérite de poser d'emblée le cœur de la problématique de cet article 3. Je vais essayer d'être relativement claire, je dis bien je vais essayer. Avec cet article 3, on a d'un côté les avocats par la voix du Conseil national du Conseil des barreaux et de syndicats tels que le SAF, qui sont favorables au texte initial du gouvernement. Et puis nous avons de l'autre côté des magistrats, des associations, des organisations, des lanceurs d'alerte qui sont favorables à la réécriture proposée par nos rapporteurs et particulièrement par M. Bonnecarrère. Moi, j'oserais dire que les arguments des uns et des autres sont entendables et qu'il ne serait pas responsable aujourd'hui de les opposer. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le débat qui est posé, c'est la lutte contre la fraude fiscale et les autres infractions qui sont liées à la corruption et qui méritent, selon nous, d'autres mesures plus contraignantes que celles qui viseraient à supprimer le secret professionnel en matière de conseil. Donc j'oserais dire, n'ayons pas en la matière de vision simpliste. Chacune et chacun sait ici le combat qui est le nôtre, et particulièrement celui d'Éric Bocquet, qui pointe régulièrement dans le débat public la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Et je crois que personne n'ignore, enfin j'ose espérer que personne n'ignore ici, que les banques et d'autres structures liées à la finance accompagnent des entreprises et des particuliers pour qu'ils échappent à l'impôt. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais si beaucoup s'en indignent, peu, aujourd'hui, s'y attaquent résolument. Et car effectivement, c'est à toute une chaîne qu'il faudrait s'attaquer, clients, cabinets d'audit et de conseil, banques, intermédiaires financiers. Il faut conclure, chers collègues. Oui, d'accord, mais d'autres ont largement... c'est le rapporteur, c'est le ministre. Eh oui, je sais bien, mais tout le monde veut supprimer du temps de parole, mais c'est comme ça, il y a des débats de nature politique qui sont très importants, comme celui-ci. Et je crois qu'en la matière, sur ce sujet, il faut avoir de la volonté politique. Or, aujourd'hui,
Il n'y a pas de réelle volonté politique dans notre pays pour s'attaquer à la fraude fiscale et je ne crois pas que ce soit les mesures qui sont proposées ce soir qui y remédieront. Merci, cher collègue. Monsieur Richard, pour explication de vote. Venir dans les 2 minutes, mais je voudrais souligner auprès des collègues que l'écart entre les positions sur le sujet du secret professionnel en matière de conseil, il est de toute façon balisé par la surveillance du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que si nous commettions l'imprudence d'affirmer dans la loi, dans le code, l'expression d'un secret professionnel sans limite en faveur des avocats dans les activités non liées à la défense, le Conseil constitutionnel nous rappellerait que cette loi n'a pas fait une balance équilibrée entre le principe des droits de la défense d'un côté et de l'autre le principe, l'obligation constitutionnelle de recherche des infractions. Donc, je crois qu'il faut rester détendu et qu'il vaut mieux que nous écrivions nous-mêmes, de la façon la plus soigneuse possible, la délimitation de ce secret professionnel en matière de conseil, plutôt que de le voir rédigé dans des conditions moins pratiques par une simple réserve du Conseil constitutionnel à la fin de l'opération. Merci, cher collègue. Monsieur Lerudulier. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être assez bref. Monsieur le rapporteur, je pense que vous avez juridiquement raison. Mais philosophiquement et politiquement tort. Et je vais juste vous donner une formule qui a été employée par Émile Auguste Garçon, que tout le monde doit connaître dans cette salle, cet hémicycle. Il disait la chose suivante: le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient pas assurées d'un secret inviolable. Et vous voyez, je me mets à la place d'un homme, d'une femme, d'une entreprise qui ne peuvent pas s'exprimer en toute liberté auprès de leur avocat, s'exprimer par écrit ou encore oralement, s'ils craignent que cette parole puisse être retournée contre eux dans une procédure quelconque. Et à ce moment-là, forcément le réflexe est qu'ils se taisent. Et si leur silence empêchait de conseiller, de défendre correctement ces personnes, faute de connaître la réalité de leur situation. Voilà pourquoi je pense que philosophiquement, il faut véritablement faire très attention à cette indivisibilité de ce devoir et également de ce conseil en tant que tel de l'avocat, et notamment sur son secret absolu. Merci. Merci, cher collègue. La parole à Madame Verrien, et j'en profite pour dire que le groupe Union centriste a demandé un scrutin public sur ces 3 amendements. Donc préparez-vous. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, alors, je ne suis pas avocate et donc j'ai réfléchi pourquoi est-ce qu'il y aurait 2 façons de regarder l'action de l'avocat. Dans un premier cas, c'est la défense. Et effectivement, lorsqu'il doit défendre quelqu'un, il y a potentiellement eu une malversation. Il doit défendre au mieux son client et on ne doit pas savoir ce que se dit le client et l'avocat. Ça, c'est normal et c'est la défense et c'est le droit de la défense et c'est ce que dit la Cour de cassation. Mais le conseil, comme vous le disiez, monsieur le ministre, dans le conseil, l'avocat, il ne doit pas mettre les doigts dans le pot de confiture. Il doit donner un conseil tout à fait légal. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir un secret sur un conseil tout à fait légal. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger de la même façon de la défense et du conseil. Et c'est pour ça que la Cour de cassation a très clairement dit la défense et tous les documents liés à la défense, on n'a pas le droit d'y toucher,
Mais les documents liés au conseil, on peut les regarder. Et c'est pourquoi il n'y a pas que des avocats qui font du conseil et que ceux-là ne sont pas soumis au secret. Merci, cher collègue. Monsieur le président de la commission. Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais dire aux auteurs de l'amendement numéro 107 rectifié terre que la commission des lois n'est pas l'opposant du secret professionnel de l'avocat. La rédaction de votre amendement met en cause très clairement les travaux qui ont été menés par les rapporteurs et la commission des lois dans la rédaction telle que vous l'avez proposée. Celle-ci est quasiment identique à l'amendement ultérieur, le troisième, qui est rédigé de la même manière, mais qui a eu la précaution de ne pas mettre en cause le travail des rapporteurs et de la commission. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec notre collègue Jean-Baptiste Blanc, qui affirme que le secret de l'avocat est absolu depuis 1971. Ce n'est pas la vérité. La preuve en est, c'est que la Cour de cassation, et dans sa chambre commerciale et dans sa chambre criminelle, n'ont pas eu la même appréhension du secret professionnel de l'avocat et de l'étendue du secret professionnel de l'avocat, puisque ces deux chambres font une distinction entre l'acte de défendre dans une procédure où là, évidemment, le secret est absolu, y compris dans les conversations ou dans les courriers qui sont échangés, mais émet une réserve dans la partie simplement conseil, c'est-à-dire hors procédure. Hors procédure, de quelque nature qu'elle soit, le secret professionnel n'est pas appréhendé de la même manière. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons dans le droit positif, c'est la situation juridique qui nous régit. L'évolution ne tient qu'au fait qu'à l'Assemblée nationale, en première lecture, les députés ont élargi le secret professionnel de façon absolue au conseil juridique. Et dès lors, il est devenu absolu, en tous les cas s'il était voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous n'en sommes pas là. Mais nous avons indiqué clairement à la Commission que sur cet aspect-là, je ne reviens pas sur l'explication donnée par Philippe Bonnecarrère, mais simplement pour dire que nous n'avons pas supprimé le secret professionnel de l'avocat, il a été élargi, comme souhaité d'ailleurs par les députés à l'Assemblée nationale, mais limité sur les infractions les plus graves que nous avons, qui ont fait l'objet d'échanges et de discussions, parce que nous considérons, enfin, la Commission considère, je suis totalement solidaire de nos rapporteurs en tant que président de la Commission des lois, parce que nous avons décidé qu'il fallait impérativement, pour des intérêts d'ordre public, ne pas permettre un secret absolu. Et le dernier argument, celui qui doit porter, en tous les cas, qui doit vous amener à la réflexion, c'est que si tel était le cas, nous aurions une distorsion profonde avec les autres professions du chiffre, ou des notaires, ou des huissiers qui demain viendront demander au Parlement d'étendre également leur secret absolu. Sauf que c'est d'abord le rôle des avocats. Voilà ce que je voulais simplement dire. Alors, la question est difficile. On est bien conscient que la question est difficile. J'ai lu dans la presse que le président du Conseil national des barreaux pensait que les sénateurs l'avaient poignardé dans le dos. J'aurais préféré qu'il décroche son téléphone et qu'il m'appelle. Il l'a fait. Mais après, sa déclaration est venue. Nous sommes ici dans une assemblée où chacun se respecte. On a des opinions différentes, divergentes, c'est normal, c'est la vie. Mais chacun se respecte. Et j'attends autre chose d'une institution représentative à laquelle j'appartiens, ou j'appartenais, que de tenir ce type de propos et d'avoir aussi un regard précis sur les arguments développés par la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je vous le disais, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Union centriste sur les amendements 107, 149 et 189. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est de la sagesse. Il va être procédé au scrutin public selon les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert. Je demande à voter. Je demande à voter. Le scrutin est clos. Les résultats du scrutin 177 sur les amendements identiques 107, 149, 189, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 220. Pour l'adoption 59, contre 161. Le Sénat n'a pas adopté.